Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous et merci à tout le monde de nous accompagner pour ces deux rencontres autour de l'exposition Folklore présentée au MUCEM à Marseille. Une rencontre masquée évidemment dans le contexte. La première rencontre va évoquer les liens entre le folklore et les artistes d'hier et d'aujourd'hui, en s'attachant plus particulièrement à la façon dont depuis une dizaine d'années, les danses traditionnelles nourrissent fortement la danse contemporaine. Je pense évidemment à des spectacles de Michael Philippot qui avait sorti les sabots et c'était absolument merveilleux sous inspiration bretonne. Je pense à Christian Rizzo sous influence turque, à la Horde du Ballet national de Marseille inspiré par des danses géorgiennes. Nous ouvrirons ensuite sur la question du bal aujourd'hui, qui est également de plus en plus convoqué par les chorégraphes contemporains qui proposent des bals un peu tous azimuts à tous les publics. José Montalvo, Chantal Loyal, Thomas Lebrun, Christian Hubel, que nous rencontrerons dans la deuxième rencontre, participent de ce phénomène. La seconde rencontre, donc dans la foulée de celle-ci, s'attachera à évoquer plus précisément, dans le contexte sanitaire, les bals. Qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'ils soient traditionnels, contemporains ou qu'il s'agisse de concerts de musique électro, et ce qu'ils représentent pour la société d'hier et d'aujourd'hui, masqués et à distance. Avec moi aujourd'hui, et je vous remercie beaucoup de m'accompagner, Marie-Charlotte Calafa, commissaire de l'expo Folklore au MUCEM, Dalila Bellaza, danseuse et chorégraphe que je suis ravie de retrouver sur ce projet, Benoît Clos, danseur du groupe Luz Castellus, donc qui collabore avec Dalila Bellaza, et enfin, Flavien Lombardi, danseur et musicien du groupe Ex Balletti, basé à Aix-en-Provence. Merci à vous tous et toutes. Marie-Charlotte, puisque l'exposition est en quelque sorte le socle autour duquel va graviter en fait ces deux rencontres, je voulais d'abord que vous m'expliquiez dans quel contexte était née cette exposition assez incroyable, assez extraordinaire sur le folklore, qui est quand même une notion inconfortable et qui est rarement convoquée dans les musées. Oui, alors cette exposition, il s'agit d'une coproduction avec le Centre Pompidou-Metz. Et effectivement, elle s'attache à définir le folklore, d'une part, qui est un mot né en Angleterre au milieu du XIXe siècle, qui signifie l'ensemble des savoirs du peuple. Et à partir de cette définition, de la compréhension des domaines du folklore et de son histoire, on s'est attaché en particulier à cette exposition à voir comment elle a nourri les artistes de l'avant-garde, de l'époque moderne et contemporaine, tout au long d'un parcours qui pose de la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, finalement cette histoire du folklore et en quoi elle a été un vivier pour les artistes, vivier de forme, mais aussi dans une dynamique de quête des origines, autour de ce terme dont l'exposition aussi va s'attacher à montrer toutes les ambiguïtés et paradoxes, et en particulier en France, qui sans doute sont des facteurs pour expliquer en quoi ce qu'on a aussi dans l'imaginaire d'aujourd'hui quand on parle du folklore, c'est quelque chose de pas très sérieux. Et voilà, je pense que c'est des choses qu'on essaye d'évoquer dans l'exposition tout en concluant sur le potentiel très fort et imaginatif de cette notion et en quoi elle nourrit effectivement encore aujourd'hui l'avant-garde. Là, vous avez fait un très très beau tour de piste en fait de nombreux enjeux qui vont relier effectivement le folklore, les danses traditionnelles et puis la création contemporaine. Je voulais revenir sur l'idée peut-être que vous émettiez qui était le folklore, ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est une notion inconfortable, peut-être que vous pouvez aussi y revenir, mais le folklore, ce n'est pas sérieux. Pourquoi? Alors d'une part parce que le folklore, il se situe du côté d'une forme de tradition et la question c'est qu'elle est née cette tradition en plein 19e. Ce folklore est lié bel et bien à la création des identités nationales et dans un certain sens, elle est aussi une forme de création et d'invention. Et à partir de là, ce qui aussi, à mon sens, est à évoquer quand on parle de folklore, c'est par ce caractère forcément authentique que l'on cherche, en tout cas que l'on voit dans la dynamique des folkloristes et des artistes à chercher à trouver des traces de ce passé, etc. Et pour autant, ils sont aussi du côté d'une forme de création et donc possiblement de facticité. Et je reviendrai aussi peut-être sur le cas particulier en France, mais qui veut dire beaucoup de ce qui reste aujourd'hui du folklore. C'est quelque chose qui a été aussi
très fortement présent dans les années 30 en France, en plein Front populaire, avec cet attachement sur le peuple. Et quelques années ensuite, le gouvernement de Vichy va s'emparer aussi complètement de ce folklore à des fins de propagande de l'image du maréchal. Et c'est sans doute aussi pour ces raisons que le folklore est très connoté. Et autour de ce terme, il y a toutes ces ambiguïtés et paradoxes qu'il est intéressant de relever. Et je finirai aussi sur peut-être un point sur ce folklore qui, en fait, n'a jamais retenu et n'est jamais rentré finalement dans le monde des sciences humaines et sociales. Ce n'est pas devenu une discipline, il n'y a pas eu de diplôme du folklore, disons. Il y a eu une tentative, véritablement, dans les années 30 par les historiens, de rendre ce folklore parmi les sciences des universités. Et du fait de cet échec aussi peut-être, et par cette récupération politique, on voit que ce terme, après la Seconde Guerre mondiale, tombe en désuétude. Et il en reste ce diminutif folklore. C'est quelque chose donc sans doute peut-être à questionner. Ça n'a pas l'air très sérieux, quelque chose qui est folklore. Il y a donc en fait différentes ambiguïtés, à la fois peut-être le fait que ce soit populaire rend la chose moins sérieuse. Est-ce que vous pouvez justement creuser cet aspect populaire du folklore qui peut-être l'éloignerait des sciences humaines, d'une certaine reconnaissance institutionnelle, des arts un peu savants, et qui fait qu'il est toujours un petit peu en dehors et sur la marge? Alors ça me fait tout simplement penser à cette idée que le musée, le MUSEM, est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires, qui est né en plein Front populaire, et validé cette idée un temps donc, d'un musée du folklore français qui deviendra le Musée national des arts et traditions populaires. Et on sent l'intérêt à cette époque de donner un caractère, de faire rentrer les arts populaires dans les musées. Il y a cette idée véritablement de déhiérarchiser un peu les arts. Et à travers cette dynamique autour des arts populaires, ce que l'on voit en réalité, c'est peut-être quelque chose aussi de très français, de très construit. Mais les disciplines ont figé un peu les choses. Or, ces arts populaires et ce folklore, encore une fois, ce que l'on montre dans l'exposition, c'est à quel point il était au cœur de la création contemporaine, que les artistes s'en sont clairement emparés. Et donc, il y a un potentiel à essayer aussi de faire reconnaître dans cette exposition. Et je crois que même du point de vue de l'histoire de l'art, cette exposition a un intérêt, c'est qu'elle remet les artistes au cœur de leur temps, et sans en faire, disons, des artistes dans leur tour d'ivoire. Et je crois aussi, pour finir, que c'est un vrai potentiel de la collection du MUSEM, qui est donc un musée de société, d'essayer de continuer à questionner ces questions. Quel est le sens des arts populaires aujourd'hui et en quoi on peut les remettre au cœur, encore une fois, de la création contemporaine. Alors vous avez un chapitre et un des pans d'exposition qui est consacré, et c'est une très bonne formule, je trouve très juste, au vivier de formes que constitue finalement le folklore, les motifs traditionnels. Ce vivier de formes, comment vous pouvez en parler? Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter ou nous citer 2-3 artistes, 2-3 exemples de personnes, de personnalités qui ont pioché en quelque sorte des motifs d'œuvres dans le folklore? Alors, effectivement, Vivier de forme est une partie un peu au cœur de l'exposition. C'est la 3e sur 6 au total. Et là, on va travailler beaucoup autour du costume et en particulier de l'image de la blouse roumaine, avec un travail autour de Man Ray, de Yves Saint-Laurent, qui s'est aussi emparé de cette question de la blouse roumaine. Et on a aussi tout un paravent de l'artiste Natalia Goncharova, qui est une artiste russe, qui est en lien avec les ballets russes, va découvrir l'Espagne et en particulier le sud de l'Espagne, l'Andalousie. Et face à ces costumes espagnols, ces tabliers, elle va créer une série de femmes espagnoles où ce qu'on va voir, c'est à quel point ces costumes lui ont permis de tendre vers l'abstraction, vers la schématisation, pour produire quelque chose de particulièrement nouveau. Et je crois que cette histoire de répertoire de formes, c'est une dynamique qu'a aussi bien les folkloristes que les artistes.
et elle fait suite après. L'exposition se poursuit sur la question de l'immatérialité. Donc on passe aussi du répertoire, des motifs, du savoir-faire, des artisanats à une autre démarche qui est aussi le folklore, c'est le vivant et c'est l'immatériel. Ça passe justement par des questionnements autour de la musique, de la danse, de l'oralité, des rites, des croyances. Donc c'est un sujet dont les domaines sont multiples et très vastes et où le matériel collecté peut être aussi bien des objets concrets de la vie quotidienne, mais aussi tout ce savoir du peuple qu'il est intéressant d'imaginer capter, conserver pour un enjeu aussi de transmission. Alors évidemment, en vous écoutant parler rapidement des ballets russes, j'ai pensé au Sacre du Printemps, ou du moins ce qu'il nous en arrive, ce qui nous en reste, à travers les costumes et les décors de Nicolas Roerich, qui sont, même aujourd'hui encore, et évidemment qui ne sont pas les mêmes qu'à l'origine, mais qui sont tellement sublimes et tellement inspirants. Et on se rend compte évidemment comment ce répertoire de formes, ce vivier, peut donner aussi une impulsion aux artistes d'aujourd'hui. Et c'est vraiment le cas des chorégraphes contemporains. Alors Dalila Bellaza, évidemment, ça doit vous faire réagir, parce que vous menez depuis donc 2 ans avec Luz Castellus, ce groupe de danse aveyronnaise, je ne me trompe pas, de région, Benoît. Un long travail, un travail au long cours, d'apprivoisement, de rencontres. Et c'est vraiment, je crois, en observant ces danses. Moi, j'ai été très surprise, en fait, de vous retrouver sur ce chapitre-là, en fait, Dalila, moi qui vous ai connue plutôt dans les formes assez rigoureuses, assez retenues, assez abstraites, avec votre sœur Nassira Bellaza. Et là, tout à coup, vous plongez dans le vivier de forme et dans la grande tendance des spectacles de danse contemporaine inspirés par les danses traditionnelles. Qu'est-ce qui vous a embarqué lorsque vous avez découvert les danses de Luz Castellus? Alors, je tiens à dire quand même au départ, c'est que ça a été une rencontre qui n'a pas du tout été préméditée. Et du coup, j'avais pas du tout dans l'idée, moi, de travailler avec le folklore. Et même si, par ailleurs, c'est des danses qui m'intéressent, toute forme de danse un peu traditionnelle. Je veux dire, ça raconte quelque chose de l'humanité et un peu tout ce que vient de dire Marie-Charlotte. Ça vient aussi questionner un endroit d'origine, en fait, aussi. Mais néanmoins, en tout cas, en ce qui concerne les Luz Castellus, je les ai, enfin voilà, c'était pas du tout prémédité. Donc je les ai rencontrés grâce à un autre projet où j'étais impliquée comme artiste associée. Et en fait, mon intuition au départ, ça a été de rencontrer des gens du territoire, en fait. Parce que le projet auquel j'étais associée se passait en Aveyron, c'était dans le cadre du siècle Soulage. Et il y avait donc voilà, cette dimension du territoire m'a interpellée. Je me suis dit bon, cette fois-ci, le point de départ, ça pourrait être justement une rencontre avec des communautés du territoire. Et là encore, je savais pas que ça allait être des communautés de danse folklorique. Au départ, le spectre était assez large des rencontres. J'ai pu rencontrer des sœurs de Bonneval, les moines de Conques. Et je pense que voilà, j'aurais pu aussi rencontrer d'autres gens. Et il s'est trouvé que dans les rencontres, j'ai pu rencontrer le groupe folklorique Luz Castellus. Et en fait, en les rencontrant, comment dire, j'ai sans doute tout de suite moi, vu un pouvoir évocateur, en fait. Là où je pense qu'en danse peut-être contemporaine, on met un certain temps justement à convoquer, à construire des imaginaires et faire en sorte que ça soit des états qui soient vrais, qui soient authentiques. Et ben là, en fait, de prime abord, cette authenticité, elle était là parce que je pense qu'il n'y avait pas la question justement du spectacle, de la représentation, en tout cas dans les théâtres comme moi je la connais. Et il y avait peut-être quelque chose de l'ordre un état brut, en fait. Et en même temps, je sais pas, j'ai eu tout de suite aussi le sentiment qu'il fallait pas non plus je sais, c'est différentes choses à mettre en place, différents garde-fous, j'ai envie de dire, dans le sens où il fallait pas non plus que j'utilise cette danse à des fins, qui soient peut-être personnel. J'avais la sensation qu'il fallait pas que ça passe par l'appropriation, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment parmi les choses que j'ai pu leur dire dès le départ, il faut que ça soit de l'ordre de la rencontre entre vous et moi, et que ça vous fasse faire un pas de côté, et que ça me fasse faire un pas de côté, et que on questionne cet endroit de rencontre entre nous.
Et c'est ce qui est à l'œuvre, je pense, dans cette création-là. C'est-à-dire que c'est pas du folklore dans son état d'origine qui est donné à voir, comme c'est pas ma danse qui serait fermée à leur univers. Mais voilà, je cherche les endroits de dialogue, de porosité, les uns par rapport aux autres. Donc ça demande à retravailler, à retraiter la danse telle qu'elle existe chez eux et la mienne également. Alors c'est vrai que je vais remettre un tout petit peu peut-être dans le contexte de la danse contemporaine, dont je suis un peu plus experte. Lorsque, à un moment donné, les chorégraphes contemporains s'attaquent, s'emparent, s'approprient, citent des danses traditionnelles, c'est arrivé à un moment où il y avait eu le gros phénomène de la non-danse, c'est-à-dire au début des années 2000, où les gens en fait sont figés, ne savent plus lever la jambe comme on le faisait dans les années 80, et donc en fait retrouvent entre autres à travers ces sources d'inspiration traditionnelles l'élan, la capacité de se retrouver à danser ensemble, l'idée, le fantasme aussi de la communauté. Donc c'est vrai que ça a été un vrai vivier de forme pour tous ceux qui justement étaient figés dans le mouvement. Et c'est intéressant de le replacer dans ce contexte-là. Et vous, évidemment, Dalila, vous étiez évidemment très, je pense, il y a l'aspect communauté, il y a l'aspect origine, comme vous dites, comme vous l'avez aussi souligné, Marie-Charlotte, mais il y a ce rapport à des formes, à du mouvement en communauté qui est très important. Comment alors vous vous êtes apprivoisés mutuellement, parce que vous avez souligné déjà les écueils que l'on peut voir dans certains spectacles de danse contemporaine, c'est-à-dire que tout d'un coup on va s'inspirer et puis après la citation est déplacée ou elle est juste réduite et alors on se dit quelle est cette source, de quoi s'agit-il? À la fois c'est un moteur, mais qu'en reste-t-il? Donc c'est très délicat et vous avez eu raison de le souligner, la façon dont effectivement ça ne peut pas, enfin personnellement aussi ça ne doit pas être de l'appropriation et juste en fait une utilisation des danses traditionnelles. Comment alors vous êtes apprivoisés mutuellement? Parce que je sais qu'au départ vous avez même dit non on n'y va pas, ça va être compliqué, il vaut mieux que quelqu'un soit une sorte d'ambassadeur pour rentrer en contact avec Luz Castellus qui devait avoir une aura pour vous très particulière, j'imagine, très mystérieuse. Je pense qu'on était vraiment très étranges, très étranges les uns pour les autres, en fait. Mais moi, je pense qu'en premier lieu, ça s'est passé par une forme de partage entre nous. Je crois qu'il y a un endroit de partage. Ils m'ont adopté, je les ai adoptés, il me semble, dès le départ. Et j'ai envie de dire que c'est presque une histoire de cœur, en fait, qui s'est passée. Comme le titre du spectacle, d'ailleurs. Voilà, exactement. Qu'on va redire peut-être, Dalila, c'est au cœur. C'est pas moi qui suis arrivée avec des idées à poser sur eux. C'est pas eux que j'ai laissé être non plus dans leur état originel. Mais du coup, c'est vraiment cette question-là du partage. Et je tiens à dire aussi une petite chose, c'est que, comme vous l'avez dit au départ, je travaille toujours avec ma sœur Nacera depuis de longues années. Et je pense qu'on s'est toujours attelé justement à travailler à un endroit de comprendre où le mouvement s'origine aussi, d'une certaine manière. C'est aussi une chose qui finalement est questionnable là avec eux, c'est cet état de jaillissement aussi de la danse, d'où ça vient et du coup après le potentiel que ça a ce que ça déploie comme état, comme émotion et les paysages que ça peut convoquer. Mais cet état de jaillissement, oui, c'est un endroit qui m'importe, c'est-à-dire où s'origine la chose en nous. Et je m'aperçois que finalement, le folklore, ça représente probablement une forme d'origine pour des danses contemporaines. Mais là, ce qui est à l'œuvre, c'est aussi de se questionner, avant ça, où ça commence en nous, en fait, déjà. Et la forme, j'ai envie de dire, pour moi, elle est presque la secondaire. C'est ce que je leur dis assez souvent, c'est on travaille sur une espèce de trame un peu invisible qui est être ensemble. Et comment on maintient ça de bout en bout. Et d'ailleurs, vous êtes sur le plateau, seul, et le groupe vous entoure. Peut-être Benoît Clos, présentez-nous un tout petit peu ce groupe, la Luz Castellus, qui est né en 1982, donc qui a déjà une belle et longue vie, et qui rassemble des enfants de 10 ans, mais aussi tous ceux qui étaient à l'origine de ce groupe en 82, c'est-à-dire des danseurs aujourd'hui âgés de 80 ans. Voilà. 10, 80 ans, et donc pas mal de générations et beaucoup d'histoires, j'imagine, qui se sont transportées. Des histoires de danse et peut-être des histoires politiques, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. D'abord, quelques danses peut-être. Merci Benoît. Voilà, bonjour à tous. Alors, oui, ce groupe a été créé en 1982. Donc, on espère que tout le monde sera en forme et là, l'année prochaine pour pouvoir fêter ses 40 ans. Voilà. Les anniversaires, c'est toujours une occasion pour
pour faire la fête et pour se J'espère retrouver. qu'on pourra la faire, là. Et pour qu'on pourra danser tous ensemble. Alors, il faut espérer. Ouais. Voilà. Mais c'est ça. Toujours, il faut avoir toujours une note d'espoir et continuer. On est là et la vie est belle et continue. Voilà. Alors, quel est votre répertoire de danse? Vous êtes en Aveyron, dans un petit village qui s'appelle Sénergues, c'est ça? Sénergues, voilà, c'est ça. Nous faisons partie de l'ancien canton de Conques, qui est peut-être plus connu, peut-être les téléspectateurs connaissent mieux. Voilà. Et la commune de Sénergues, en fait, est limitrophe de départements. C'est-à-dire, on est une limite de commune et sur la limite du département du Cantal. Donc on est à cheval. L'Aveyron, c'est l'ancienne province du Rouergue. On parle de Rouergat, Labouré. Et le Cantal faisait partie de l'Auvergne. Labouré, Auvergnate, notamment avec tous les îlets qui sont partis sur Paris. Il y a beaucoup de... Les brasseries, les cafetiers, tout ça. Il y a beaucoup de gens de notre communauté qui sont partis sur Paris et qui sont connus pour ça. Et où le folklore a pris un essor aussi là-haut, et voilà, ils ont pu développer à travers aussi la musique et des groupes folkloriques avec les danses traditionnelles aveyronnaises et auvergnates qui sont présents toujours sur Paris, voilà aussi. Alors vous avez un répertoire à peu près, je crois, d'une trentaine de danses. Est-ce que vous pouvez nous les décliner un tout petit peu? Quelles sont les plus importantes? Est-ce que ce sont des rondes? Est-ce que ce sont des danses de couple? À quelle danse, par exemple, Dalila s'est-elle plus intéressée? Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Qu'est-ce qu'elle a vu? Mais quel est votre répertoire de danse? Alors la première rencontre, on a dit, tiens, une chorégraphe parisienne qui arrive à Sénergues, c'était assez improbable, de danse contemporaine. Alors maintenant, avec toutes nos nouvelles techniques, on a regardé curieusement sur Internet. Oula, quand on a vu ce qu'elle proposait, c'était assez loin de ce que nous on faisait, et on a été assez surpris. On a dit oulala, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Mais elle s'est pas du tout imposée. Elle est venue. On a dit bon, ben voilà, nous on va te montrer ce que nous on sait faire, qu'on sait à peu près bien faire et partager, voilà. Et voilà, à partir de ça, c'est né quelque chose. Elle a pris une petite chose là. Alors nous, le pas principal, c'est le pas de bourrée, voilà. Et ensuite, on a des valses, des polkas, mazurkas, voilà, qui font partie de tout ça et qui sont déclinés à travers des bourrées. Il y en a des centaines, et il y a des chorégraphies. Et on a un spectacle qui fait environ, on peut le faire varier d'1h, 1h30, qu'on présente un peu partout dans notre région et ailleurs si on nous y invite, voilà. Et dans ce spectacle, voilà, il y a un peu de tout. Il y a aussi le chant traditionnel, puisque pour moi-même et pour le groupe, folklore rime toujours avec tradition. Tradition et folklore, pour moi, c'est indissociable et c'est notre mode de vie, notre culture, puisque nous, on est un milieu tout à fait rural et on tient à garder ça, on vit comme ça et on est ouvert sur le monde, mais on a besoin de ce repère de nos générations, de nos parents, grands-parents, tout ça. Surtout pas oublier d'où on vient. Voilà. Les racines, c'est très important pour nous. Et, excusez-moi, et on essaye de transmettre ça à nos enfants aussi. Voilà. Puisque nos enfants font aussi partie du groupe et on espère que ça durera. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'ambiance, que ce soit des bons moments partagés pour qu'ils aient un bon souvenir et que ça continue. Voilà. Voilà un petit peu pour le groupe. Après, je ne sais pas si... Il y avait une formule qui m'a frappée, qui rejoint le fait que le folklore ne serait pas sérieux. Lorsqu'on a discuté tous les deux pour se connaître un petit peu aussi, parce que j'étais vraiment intéressée évidemment par le groupe, vous avez dit on a besoin de Dalila, on ne croyait pas en nous. Moi, ce sont des formules qui m'ont frappée. Ça rejoint l'idée du sérieux. Pourquoi vous avez besoin d'elle? Pourquoi vous ne croyez pas en vous? Qu'est-ce qui fait que Dalila serait en quelque sorte un moteur pour atteindre un autre niveau, un autre stade? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par là, Benoît? Après, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que
pour des gens. Enfin, on est dans notre milieu rural, il y a des gens très ouverts et cultivés, mais je pense qu'au niveau des danses contemporaines et tout ça, je suis à 1000 lieues de votre niveau de culture à ce niveau-là. Et on ne connaissait rien du tout de ce milieu. On n'a pas, dans notre village, cette ouverture sur cette culture-là. Voilà. Et donc, nous, pour se projeter dans ce monde-là, on n'avait rien. C'était l'inconnu total pour nous. Et en ce sens-là, nous-mêmes, on était incapables d'améliorer quelque chose. Nous, on était un peu coincés dans notre quotidien, pas quotidien, mais dans notre savoir-faire dans aussi, notre savoir-faire, dans votre routine. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme mode de travail là? Donc 2 ans déjà quand même de gestation, hein, donc quelque chose de long, et c'est assez rare aussi dans la danse contemporaine et dans tous les spectacles d'ailleurs. Donc d'apprivoisement, de regard, d'attention. Quelle a été votre méthode de travail, Dalila, par exemple, par rapport aux danses? Vous avez utilisé, lorsque nous parlions aussi ensemble avant, le terme de ponctionner, qui à mon avis était un peu rapide, l'idée de ponctionner des choses. Je pense que ça, vous l'avez dit rapidement. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi telle ou telle chose? Comment vous avez travaillé par rapport à ce corpus finalement? Alors, moi, je leur ai demandé au départ, effectivement, de me montrer un petit peu leur danse, etc., ce qu'ils ont fait. Ils me les ont montrés, remontrés, puis remontrés, parce que j'avais besoin de m'attarder aussi sur les choses. Et puis, j'ai effectivement, peut-être que le terme fonctionner, il n'est pas assez juste, mais je pense que j'ai posé mon regard, je l'ai laissé s'attarder sur certaines choses. Parce que finalement, dans leur danse, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y a pas mal de répétitions en réalité. Il y a des formes qui émergent, etc. Mais j'ai essayé de prendre en fait les choses. L'action que j'essayais d'avoir, c'était presque de créer une espèce de zoom en fait, de manière à ce que le regard il puisse pénétrer et dans une épaisseur en fait du geste. Parce que du coup, elles se dansent toutes d'une manière un peu à vive allure, un peu. Et quelque part, ça laisse pas un certain paysage qui existe et qui est contenu dans cette danse, ça le laisse pas se déployer. Et c'est pour ça que j'ai travaillé de façon à finalement étirer le temps et l'étirer presque à l'immobilité, mais il n'y a pas d'immobilité à proprement dite, mais l'étirer de façon à ce que vraiment, on donne tout le temps à certains gestes de se vivre. Donc voilà, et il y a évidemment des jeux d'équilibre que j'essaye de maintenir malgré tout, puisque c'est un groupe. J'ai pas affaire à une personne. Un groupe de combien de personnes, du coup? Alors, quand on travaille avec... moi, les personnes qui sont... On est une quinzaine, je crois. Et puis là, pour le MUSEM, on est quand même... C'est effectif réduit, parce qu'il a fallu adapter pour ici. Mais sinon, on est une quinzaine. Il y a 2 musiciens et le reste... Sachant que moi, je forme un couple, en fait, avec un des Castellou aussi. Voilà la façon, je dirais, dont j'ai pu... aborder leur danse, c'est essentiellement presque à certains moments en fait créer un étirement du temps et à d'autres au contraire j'ai essayé de faire en sorte que le pas de la bourrée il est très intéressant mais il pose quelque part un certain rythme qui est le même. Et moi, quelquefois, j'essaye en fait de les emmener un petit peu plus loin quant à justement la vélocité, de manière à trouver un contrepoint par rapport à cette extrême lenteur et une espèce de fluidité. Voilà, on y travaille, mais ça demande quand même de faire avec les personnes qui composent le groupe, parce qu'il y a différents âges et pas les mêmes potentiels. Alors, on va peut-être regarder quelques images de cette future création, dont la création sera prévue en septembre, je crois, au Théâtre de la Ville. Donc, il y a encore un petit peu de travail, effectivement. Pas mal, ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous tous et toutes du groupe. Une petite chose quand même, quand je vois à la fin, effectivement, chorégraphie et mise en scène d'Alila Bellaza, je me pose la question toujours lorsque je vois des spectacles avec des danses, des morceaux de danse traditionnelle, la question de l'auteur. Qui est l'auteur ? Est-ce que c'est un débat que vous pouvez avoir entre vous ? Comment ça se passe finalement ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que c'est vrai qu'on ne crée pas à partir de rien. Là, dans l'occurrence, avec le groupe. Après, j'ai l'impression dire qu'on l'a écrit ensemble, ça ne serait pas non plus la réalité totalement. Après, si je peux te couper, en fait, dans les danses folkloriques traditionnelles que nous on pratique, il y a, à ma connaissance, il n'y a aucune danse qui ont vraiment un chorégraphe, qui ont un chorégraphe qui serait auteur de la chorégraphie qu'on met en scène. Et pour certaines musiques, c'est pareil. Des musiques sur lesquelles nous dansons, il y a certaines musiques qu'on dit qui sont tombées dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus les auteurs. Elles ne sont pas intemporelles, mais presque. Et du coup, il n'y a pas de droit d'auteur sur ces musiques-là. Voilà. C'est qu'elles font partie du patrimoine immatériel, disons, et pour les chorégraphies que nous pratiquons, on ponctionne ça, mais je serais bien curieux de savoir s'il y avait quelqu'un qui pourrait nous réclamer quelque chose qui serait l'auteur de cette chorégraphie, puisque, comme on en avait parlé aussi un petit peu dans notre échange téléphonique, il y a ces danses, elles datent, elles étaient à leur plein essor, disons, dans les années 1900, et elles ont duré jusqu'à après la guerre, disons, après la guerre de 1945, quoi. Voilà. Mais elles sont la retranscription, pour la plupart, de travaux de chant qui étaient pratiqués et qui étaient retransmises, puisque aussi, souvent, pour se donner le cœur à l'ouvrage, comme on dit, ils travaillaient aussi en chanson, ils chantaient pendant le travail, et en fait, on ne savait plus très bien du travail de la musique, de la chanson et de la danse, où était vraiment la limite après. Après, bien sûr, il y avait chez nous on dit la soulenka. La soulenka, c'est le repas de fin de travaux, quand ils faisaient des gros travaux. Voilà. Et là, bien sûr, c'était que la danse, c'était plus le travail, mais c'était l'occasion de se partager. Mais la question de l'auteur de ces chorégraphies, elle est assez abstraite, je pense. Elle est compliquée, oui. Voilà. Marie-Charlotte, Flavien, une petite réaction aussi, si vous voulez. Juste sur ce point-là, c'est intéressant, parce que dans la musique, effectivement, dans la musique traditionnelle, on a beaucoup d'airs traditionnels dont on ne connaît pas l'auteur, et puis de toute façon, l'auteur, c'est des airs qui se passent de personne en personne, et donc ça se modifie à chaque fois. Mais à la fois, quand un artiste utilise un air traditionnel, il va marquer air traditionnel, arrangement par l'artiste. Et donc c'est vrai que moi, je trouve ça très bien comme ça, mais c'est vrai que les pas, une partie de la matière, c'est la matière traditionnelle qui a été arrangée par Tessoir. Oui, c'est vrai que la correspondance avec la musique permet aussi de tirer des bords un peu sur la question du sens et du pourquoi et avec qui, effectivement. Marie-Charlotte, une réaction courte et après on reparle d'Ex-Balletti. Alors, ce à quoi me fait penser cette discussion, c'est à une citation de Victor Vasarely qui parle en fait de l'idée d'un folklore planétaire qui s'appuie sur un trésor commun. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que le folklore, on l'a rattaché à un territoire, on l'a rattaché à une région, à une nation. Et en même temps, ce qui est particulièrement visible, c'est ces histoires de circulation. Vous parliez tout à l'heure les Aubratiens qui montent à Paris, d'une Parisienne qui descend en région. Et en fait, je crois que les points et la force de cette question du folklore, c'est justement à quel point il circule à l'échelle géographique, mais aussi temporelle. Parce que le folklore, on l'a vu, on en a parlé, d'autres aussi d'artistes en ont parlé, comme Brancusi, en parlant du folklore comme
comme quelque chose qui l'ont renvoyé à ses origines. C'est donc une histoire de passé, de tradition, de racines. Vous avez également dit ce mot. Et en même temps, d'autres en ont vu aussi une forme de compréhension pour le futur. Et là je cite encore Joseph Beuys, un autre artiste, mais qui a vu dans ce folklore finalement une forme de rapport qu'on peut entretenir entre entre un héritage et en quoi cet héritage, il nous nourrit et il nous conduit vers autre chose. Et donc, ces questions d'authenticité dont on parlait tout à l'heure vont aussi avec la question de légitimité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est légitime quand on n'appartient pas à un territoire, à exploiter un folklore? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Enfin, je pense que dans toutes ces questions-là, il est important de dire que l'essentiel, c'est de savoir aussi partager, d'où cette idée, je reviens, de trésor commun et cette invitation à partager une forme de folklore planétaire. Alors effectivement, la rapidité, en plus, je pense, Marie-Charlotte, elle est accélérée en ce moment et accentuée par les réseaux, au risque, moi, je trouve, de perdre un peu quand même, alors du coup, le local, l'identité, qui est quand même importante, parce que toutes les infos se croisent dans des flux, on ne sait plus si ça vient de Géorgie, c'est un folklore planétaire, d'accord, mais on ne sait plus très bien d'où il vient. Est-ce que c'est un risque, selon vous, Flavien Lombardi, cette espèce de rapidité et de déplacement du folklore de son pays natal, j'ai envie de dire, à des régions planétaires, au risque de perdre son identité et ses racines quand même? C'est-à-dire qu'il y a un mouvement tellement rapide maintenant. Bonjour. Bonjour, est-ce que c'est un risque? Je ne pense pas. Parce que, effectivement, actuellement, Benoît est dans sa danse. Et même si elle va naviguer, circuler aux quatre coins du monde, a priori, il continuera demain à la danser. Et peut-être que quelque part au Japon, quelqu'un va s'y intéresser et venir le voir pour découvrir ce que c'est. Mais je ne pense pas qu'il y ait de gros risques à ce niveau-là. Nous, dans les danses qu'on fait, nous aussi, on fait de la danse traditionnelle. Du coup, je fais partie de l'association Ex Balletti. Mais l'activité principale, c'est danser le bal folk. Le bal folk, c'est aussi des danses traditionnelles, mais pas sous la forme folklorique avec des costumes ou des spectacles, mais sous la forme du bal. C'est le même, on parlait de matériel tout à l'heure, c'est le même matériel de danse, des danses du 19e, début 20e, qui ont été utilisés pour construire du bal et pas construire du folklore ou du contemporain ou je ne sais quoi. Mais vous dansez un peu des danses de toute la France, ça vous m'avez raconté, et même un tout petit peu de l'Italie, je crois. Donc c'est un répertoire extra large quand même, c'est pas localisé justement à Aix-en-Provence ou à la région Provence. Tout à fait, ouais. C'est un mouvement plutôt français avec les pays un peu limitrophes. On va danser beaucoup de bourrées, les danses donc bourrées d'Auvergne, bourrées du Berry, différentes bourrées de France, les danses du sud-ouest de la France, les rondos, les congos, les danses basques, les danses bretonnes aussi, même s'il y a des gens qui font que du breton, nous on fait des danses et du breton, des danses de partout en France. En Provence, il y a un peu moins de danses traditionnelles de bal, il y a des danses traditionnelles mais pas forcément de bal, donc on en fait moins. Les vallées italiennes et ensuite quelques danses aussi, ce qu'on appelle des salons parisiens du 19e, comme la polka, la scottish, la valse, qui ne sont pas forcément territoriales d'une région particulière. Une centaine de danses quand même, c'est énorme, hein, c'est un gros répertoire. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous opérez en quelque sorte dans les festivals, donc un peu les festivals spécialisés, et puis dans les bals, c'est-à-dire que vous donnez des ateliers, mais en fait la meilleure façon d'entrer dans la danse, c'est de participer au bal et de se jeter dans le mouvement, dans la danse, de l'apprendre en même temps. L'idée de représentation, pour vous, elle est assez absente quand même. Et il n'y a pas de costume, comme vous avez dit. Ouais. Et ça s'inscrit dans le mouvement folk qu'il faut peut-être un petit peu recadrer. Voilà. Alors, parce que c'est pas du folklore tout à fait. Le bal folk, c'est un mot, ça ne veut pas forcément dire folklore, c'est juste bal folk. C'est voilà, toutes ces danses qu'on a dit, les années qui sont 70 dansées, aussi. Ça émerge avec les années 70, les folkeux, Malicorne et compagnie. C'est un répertoire de danse qui est dansé le week-end dans des grandes salles avec des musiciens live, toujours, des accordéons, des cornemuses, des violons, ce genre d'instruments.
Et on danse par plaisir, sans aucun spectacle, parce qu'on est juste comme quand on va en boîte de nuit. C'est pareil qu'en boîte de nuit ou à une soirée rock ou une soirée tango, on va danser. Et on ne connaît pas forcément les gens qui dansent. On va inviter des gens qu'on ne connaît pas à danser. On va rencontrer beaucoup de gens, parce que grâce à la danse... vu qu'il y a quand même de la chorégraphie, donc on sait à peu près où on va, on peut inviter des gens qu'on ne connaît pas forcément et se rencontrer par la danse. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des centaines de danses, et donc des danses très complexes et des danses très simples. Et des danses très simples qui peuvent être faites sans même la connaître. Il suffit de prendre les deux mains de la personne de droite et la personne de gauche, et on y va, et on peut la faire dès le début. Et d'autres où il faudra l'apprentissage, regarder d'autres personnes, etc. Mais dès la première minute dans le bal, on peut être intégré au bal. Alors l'idée de rencontrer l'autre et de se prendre par la main, c'est vrai que là ça devient un peu compliqué en ce moment, mais on a hâte de recommencer. Est-ce que dans le contexte, et ce sera un peu le sujet de la seconde rencontre, est-ce que dans le contexte de la crise sanitaire, en ce moment, les bals quand même continuent? Alors vous m'avez parlé de bals même à travers Facebook, c'est-à-dire les musiciens sont chez eux et invitent des participants, chacun chez eux, donc déjà plus ou moins en couple ou en famille, à danser quand même. Donc il y a quand même un mouvement comme ça de bals qui continue, qui perdure. Oui, carrément. Il y a un artiste qui s'appelle Aurélien Clarambeau qui a un studio. Et alors, je pense que c'est pas le seul à le faire, mais lui, il propose un bal tous les samedis. Il invite un groupe professionnel de bal folk qui vient dans son studio et il le diffuse en streaming sur Internet. Et donc, il y a 1h30, 2 heures de bal live et les gens sont invités à danser en famille ou à inviter leur meilleur ami et danser ensemble. Voilà. Alors, ce qui me paraissait intéressant aussi dans le projet de Dalila et Benoît, c'est qu'effectivement, par exemple, dans votre cas, Flavien, les danses ne sont pas en représentation. Et là, avec le projet de Dalila, vous basculez dans la représentation. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, Dalila, comme précaution, et aussi chez vous, Benoît? Parce que vous parliez aussi à un moment, Dalila, effectivement, de cette notion qui est peut-être un fantasme, de l'authenticité. Vous n'aviez jamais vu quelque chose d'aussi authentique, parce que ce n'étaient pas des gens en représentation. C'est quelque chose d'un peu troublant, d'ailleurs, ces notions par rapport au spectacle en soi. Mais qu'est-ce que suscite le fait de basculer dans la représentation, en costume? Alors, j'avais dire que j'avais jamais vu quelque chose d'aussi authentique. Je pense que c'est pas tout à fait correct, parce que je pense que dès lors où on soustrait justement, je pense, la dimension de la représentation, les gens sont quand même bien plus un peu en lien avec eux-mêmes et puis avec leur environnement. Là, justement, l'enjeu pour moi dans la pièce, c'est de pouvoir maintenir ce type de lien qu'ils ont entre eux, parce que je les ai vus danser, mais pas seulement danser, je les ai vus aussi partager des repas ensemble, auxquels ils m'ont convié, et finalement ça fait partie presque du temps de création, de vivre ces moments-là aussi, et les amener au plateau, pour moi, c'est là où il y a une prise de risque, c'est justement de pas et là-dessus excusez-moi, de casser un peu du coup cette ambiance qui est assez conviviale, puisque Ah ouais, mais c'est pas dans l'idée de la casser, justement. C'est juste ça la déplace. Dans l'idée, c'est de la déplacer, parce que en fait, bien souvent, on a des discussions justement parce qu'il s'avérait des personnes très méticuleuses sur certains points, parce qu'il y a des lignes, enfin, il y a des formes qui apparaissent dans la chorégraphie, et quelquefois ils ont le souci de parfaitement restituer une ligne, et du coup, ça peut durer assez longtemps des discussions à ce sujet-là. Et moi, je sais que et c'est ce que je leur dis la plupart du temps, c'est que la façon dont je veux les faire aller sur le plateau et finalement pénétrer un espace d'abstraction, c'est en maintenant justement les imperfections qui existent au départ dans leur danse, et qui ne sont pas des imperfections, qui sont juste des manières d'être, qui ne se soucient pas de la représentation. Et du coup, c'est tout un travail d'écoute à mettre en place entre eux et de l'espace dans lequel ils sont. Et c'est aussi créer un espace d'imagination pour chacun d'eux, de façon à vraiment en fait reconvoquer un imaginaire et des situations qui pouvaient, elles, se passer dans leur village, entourées de la nature qui existe là-bas, etc. Et c'est vraiment apporter ça au plateau. C'est pas devenir, à un moment donné, passer à un stade qui serait professionnel. Ouais. Ou
Au contraire, je leur ai dit, ça vient complètement gommer qui vous êtes, sinon, cette bonne volonté et de bien faire, en fait. Mais c'est vrai que de déplacer les gens avec leurs costumes, là, comme on vient le voir sur un plateau de théâtre, pour moi, il y a toujours quand même un petit hiatus. J'ai un petit moment d'adaptation à me dire, alors, d'où viennent-ils, qui sont-ils, et est-ce que c'est juste, enfin, entre guillemets, la justesse aussi, c'est un fantasme un peu, en quelque sorte, de les plaquer dans un endroit où ils n'étaient pas a priori faits pour aller. Comment vous le vivez, vous, ça, Benoît, de vous transplanter comme ça des places de village à un plateau de représentation? Après, le folklore et la danse traditionnelle, on l'a nous. Là, nous, ça se sent. Là, alors, enfin, ça s'invente pas. Ça peut s'apprendre à la longue, mais dans le groupe, on sent bien que ça, on l'a. Et ça peut ressurgir n'importe où. Ça peut être sur un plateau de théâtre, malgré forcément les adaptations qui sont nécessaires. Mais ça peut être aussi bien à Sénergue, dans notre village. Ça peut être au travail, ou au travail on fait quelque chose, on a un copain, et puis un qui sifflote ou qui danse, et puis voilà, c'est parti. C'est pas forcément dans un cadre. On l'a, et ça peut arriver. Voilà. Mais en tout cas, c'est transportable, hein, Flavien, parce que vous me disiez, moi j'avais l'impression que les bals traditionnels et contemporains, donc un peu mélangés, mais plutôt traditionnels en l'occurrence, mais vous dites que c'est contemporain, puisque c'est ça qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'en fait les danses que vous proposez traditionnelles sont aussi déjà réinterprétées par chacun. Donc il y a effectivement toujours ce flottement de réinterprétation, de relecture et de citation. Et vous me disiez qu'en fait c'était pas du tout, alors avant la crise sanitaire, tombé en désuétude, mais qu'il y en a énormément, et que la France est un peu un pays étendard en la matière. Donc ça veut dire que de plus en plus de gens viennent au bal, se jettent comme ça à la rencontre d'inconnus, ce qui paraît vachement compliqué en ce moment, mais ça reste toujours extrêmement tendu à ce niveau-là et présent. Oui. Nous, le mouvement folk, il est en pleine expansion, pleine croissance. Il n'y a pas des millions de gens qui dansent, puisque sinon vous connaîtriez tous. Mais il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Comment vous expliquez ça, du coup ? Je sais pas, peut-être que ça se fait petit à petit, mais après, une fois qu'on fait du folk, on en fait beaucoup, on va danser tous les week-ends, donc il n'y a pas de problème d'épuisement. À partir du moment où il y a, 1000 personnes dans une région qui dansent, s'ils vont danser tous les week-ends, c'est bon, ça fonctionne. Nous, Ex-Baliti, on organise un festival en octobre où on réunit 200, 300 personnes, ça dépend des années. Voilà, c'est tout le temps plein, enfin, c'est des petites quantités, peut-être, mais c'est très régulier. Et en fait, ces gens-là, on va danser ensemble tout au long de l'année. Et donc, c'est un mouvement qui vit... qui fait son petit chemin, mais qui vit. Et si on est de plus en plus connus, c'est aussi parce que il y a eu des musiciens qui ont fait des gros travaux, qui ont fait il y a beaucoup de musiciens qui essayent de se professionnaliser dans le folk, et du coup, qui vont passer par des canaux un peu plus traditionnels de la musique, qui vont essayer d'aller dans des salles des SMAC ou des choses comme ça. Il y a aussi je vous parlais d'un film qui s'appelle Le Grand Bal, qui est réalisé par Laetitia Carton. Donc là aussi, c'est une initiative d'une réalisatrice qui a fait des beaux films et qui s'est dit, OK, je vais aller dans ce milieu que je connais par la famille, faire un film. Il a été présenté à l'inauguration du Festival de Cannes il y a 2 ans. Là, il était un peu présent dans les radios et tout ça. Et il est disponible du coup gratuitement sur Internet pendant la période, là en janvier. Donc voilà, on a plein de gens qui, de par leurs initiatives, vont faire connaître un peu le mouvement. Alors Dalila, Benoît, est-ce qu'à la fin du spectacle, qui ressemble un peu à un bal quand même, parce que qu'est-ce que c'est que le bal aussi aujourd'hui, est-ce que vous allez convier, comme certains chorégraphes contemporains, à un bal en faisant, alors dans le meilleur des cas bientôt, en faisant monter, comme il se faisait il y a 1 an, des gens sur le plateau pour danser ensemble. On sait qu'il y a toujours en ce moment dans la danse contemporaine l'idée de faire danser la communauté, le retour aux origines, comme vous disiez, à des racines, à une pulsation, à un besoin de danser et surtout d'être ensemble. Ce qui est en ce moment un peu, on va dire, majoré finalement dans le contexte. Est-ce qu'il y aura aussi ce type d'intervention, de rassemblement ou pas spécialement ? À l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'ai envisagé parce que la pièce, elle est vraiment en création. Et voilà, donc d'ailleurs l'extrait qui va être présenté tout à l'heure, c'est vraiment un extrait de la première partie de la pièce.
Mais pour l'instant, on est en route, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que si on arrive à raconter notre petite histoire ensemble, déjà en partant d'un endroit, en arrivant quelque part, ça sera pour nous, je pense, une belle réussite. C'est déjà un joli trajet. Benoît, vous avez envie de faire danser un théâtre, comme ça se fait beaucoup en ce moment? Nous, on adorerait ça, mais il y a quand même certaines réserves par rapport à la pièce, mais après, ça peut très bien se faire dans les coulisses, pas forcément sur le plateau. Mais il n'y aura que quelques privilégiés, alors. Hein. Voilà. Mais bon, pour l'instant, bien sûr, vu le contexte, on est contraint, on est limité. Et j'aimerais, si je peux me permettre, revenir sur tout à l'heure, tu nous parlais de l'essor qu'avaient les balles et pourquoi ça revenait, ça. Moi, j'ai un avis là-dessus, c'est que pour moi, on est parti beaucoup trop, notre société, dans le virtuel, dans tous ces réseaux qui vont beaucoup trop vite, et on ne sait plus où on en est de tout ça. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on propose? On ne propose pas grand-chose, on propose juste de se rencontrer, de discuter, de passer un moment. Et finalement, c'est la vraie vie, quoi. C'est ça qu'il faut. On parle avec les gens, on échange, on ressort toujours grandi de rencontres, voilà. Et aujourd'hui, ces rencontres, on les a plus. Combien on voit de ces nouvelles générations qui sont arrivées sur ces ordinateurs et sur ces téléphones et qui n'ont plus le vrai rapport à l'humain et à la vie en général, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment, voilà, à se retrouver dans ce contexte-là. Mais je crois que c'est très présent dans la danse contemporaine, Dalila, ce retour à l'autre, à l'être ensemble, à avoir des gros groupes, alors qu'on sait qu'en danse contemporaine, parfois, on n'a pas la chance d'avoir des grosses compagnies. Donc là, il y a l'idée du groupe et du faire ensemble et du danser ensemble. Et aussi, il y a un retour, Dalila, au rituel. Et on retrouve aussi ça dans les danses traditionnelles. L'idée aussi de faire monter aussi la pression et d'une sorte de rituel. Et je pense que c'est un manque de ça dans la danse contemporaine qui a fait aussi que les chorégraphes s'intéressent soit à des danses traditionnelles, soit à rituels. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'en ce moment, avec la crise sanitaire depuis 1 an, finalement, on est à nouveau bridé dans cet élan qui va peut-être être encore plus fort après, c'est-à-dire de se retrouver, de danser ensemble, de se toucher, et aussi d'avoir le courage, ou en tout cas l'envie, le besoin, le désir, d'aborder une inconnue ou un inconnu dans un bal. Ce qui en ce moment, à mon avis, doit être assez compliqué, complètement compliqué, et qui va peut-être demander aussi de nouvelles marques, et puis une nouvelle intimité, une nouvelle façon de faire. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Flavien? C'est vrai qu'on ne va pas sortir indemne de ça, il va falloir réapprendre à inviter, il va falloir réapprendre à aller vers l'autre, mais bon, je pense que ça va revenir assez naturellement. Bon, vous êtes optimiste alors. La barrière qui sera levée, on pourra... Puis c'est un plaisir aussi dans la danse. Tout à l'heure, avant le tournage, on a échangé quelques pas de danse. Eh ben, vous allez peut-être le faire maintenant aussi. On peut, ouais. Qu'on en profite un peu. Et en quelques instants, on s'est dit, pas de bourré, tu changes, tac. Et voilà, on a dansé, et c'était chouette. Et je vous propose qu'on fasse un petit pas. Avec plaisir, merci beaucoup. Hein. Alors, tu chantes? Ah. Moi, je ne sais pas chanter. Je peux vous faire un petit... Vous jouez d'un instrument, vous, Flavien, c'est ça? Un petit extrait, ça sera en occitan. Allons-y. Voilà, Ouais. Ça va, vous avez assez d'espace? Oh. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Merci Marie-Charlotte. Donc c'était très dense comme vous avez vu. On aurait pu parler un peu plus du Sacre du Printemps, évidemment. Merci beaucoup. Merci Benoît. Merci Dalila. Merci Flavien. Ravi de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt dans un bal.